Bienvenue à tous pour ce webinaire «Comment accompagner les apprentis en difficulté avec l'écrit». Ce webinaire est à destination des professionnels de CFA. Vous êtes nombreux aujourd'hui à suivre ce webinaire en métropole et sur les territoires d'outre-mer. Ce webinaire, qui est organisé en collaboration avec le réseau des Cariforef, fait partie d'un cycle de webinaires. Nous allons vous expliquer un petit peu plus tard. Je suis Christophe Croze de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine et j'ai le plaisir d'animer cette session avec ma collègue Claire. Claire Lachaud pour le Cariforef des Pays de la Loire. Voilà. Claire, je Donc te au laisse programme aujourd'hui, poursuivre. deux temps forts. Nous allons commencer par un premier temps sur les compétences de base au cœur des situations professionnelles, qui sera présenté par Anaïs Boroviac de la NLCI. Et puis un second temps qui sera plutôt sur une table ronde de témoignages de différents CFA. Donc autour de la table, nous avons aujourd'hui Rachel Alvarez du BTP CFA Occitanie, Stéphanie Barré de l'IFAC PM, Stéphanie Nas du CFA de Arles, Camille Franchois du BTP CFA du 33, Martial Trochon de la MFR CFA Brioude-sur-Boutonne. Alors, juste avant de commencer ce webinaire, quelques mots au niveau technique. Donc, il s'agit d'un webinaire pour les micros et les caméras sont désactivés. Mais vous pouvez intervenir, donc n'hésitez pas surtout à proposer des questions, des remarques dans le chat et nous essaierons de faire remonter après les différentes interventions vos remarques et vos interventions dans le chat. Ce webinaire est enregistré et ce qui fait que dans quelques jours, le replay sera à disposition ainsi que le support. Donc toutes les personnes qui sont inscrites à ce webinaire recevront un message indiquant avec le lien de connexion concernant le replay et le support. Alors, quelques mots d'introduction concernant ce webinaire. Il s'inscrit dans un partenariat entre la DGFP, le ministère du Travail et le réseau des Cariforef, visant à renforcer les démarches de qualité et de professionnalisation des CFA. L'idée est de vous donner des outils concrets pour répondre aux 14 missions des CFA, notamment l'accompagnement des apprentis pour prévenir les ruptures et renforcer leur réussite. Concrètement, concernant l'offre organisée par le réseau des Cariforef et l'ensemble des Cariforef, c'est le déploiement d'une plateforme en ligne avec des kits ressources animés sous forme de Geniali et des webinaires nationaux sur des thématiques et des missions définies en fonction des besoins des CFA. Ce webinaire est le premier webinaire d'un cycle de webinaires organisés tout au long de l'année. Voilà. Le prochain webinaire va concerner le Zoom sur le référent handicap le 4 juin prochain, organisé par le Cariforef Normandie et le Carif Centre Val-de-Loire. Ensuite, le second sera le 10 septembre. Comment animer les relations entreprises et les maîtres d'apprentissage, organisé par le Cariforef Occitanie. Ensuite, comment prendre en compte la transition écologique dans les CFA, le 15 octobre, organisé par le Cariforef C2RPO de France. Et enfin, le dernier webinaire, le 1er décembre, sur le thème Savoir-être en entreprise, organisé par nos collègues de Provence, Alpes-Côte d'Azur, Guadeloupe, Saint-Martin. Vous retrouvez l'ensemble de ces webinaires et également les kits ressources sur le site du réseau des Cariforef, qui s'intitule www.intercariforef.org. Et sur le site Intercarif, vous avez justement les kits ressources animés sur différents thèmes. Donc actuellement, vous avez un kit ressources suite aux webinaires précédents qui ont été organisés les années précédentes. Donc un kit ressources concernant le thème du handicap,
un autre sur l'égalité, la mixité et la diversité, un autre sur la mobilité internationale, sur les droits, devoirs, santé et sécurité, les difficultés d'ordre social et matériel et d'accès aux aides, et la cohérence de la formation, formation à distance, évaluation des compétences. Et un prochain kit qui est en préparation sera sur la recherche d'employeurs et la prévention des ruptures. Donc voilà, pour vous inscrire sur les différents webinaires, accéder et sur toutes les kits ressources qui sont à votre disposition, n'hésitez pas à vous connecter sur le site du réseau des Carrefour-F, intercarif.org. Voilà. Pour commencer, du coup, je vais donner la parole à Annalise Boroviac pour commencer ce webinaire sur les compétences de base au cœur des situations professionnelles au sein des CFA et OFA. Merci beaucoup et bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être là parce que je vois qu'on est très très nombreux à être connectés, donc c'est vraiment très chouette. Donc moi je suis Anaïs Boroviac, je suis la coordinatrice régionale Auvergne-Rhône-Alpes de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Voilà, j'interviens pas avec ma casquette régionale aujourd'hui, mais plutôt pour vous donner un certain nombre d'informations un peu générales sur les compétences de base, qu'est-ce qu'on entend par compétences de base. On reviendra un petit peu sur les enjeux et puis un certain nombre de définitions et de chiffres. Ensuite, je vous partagerai quelques éléments sur le service EVA, qui peut permettre à des CFA d'identifier les besoins liés au manque de maîtrise de compétences de base des jeunes. Deux partages d'expériences qu'on a pu déployer sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, et puis un dernier mot sur une opportunité pour vous si vous souhaitez vous mobiliser. Alors avant de rentrer dans le déroulé, peut-être juste vous dire un mot de la NLCI. La NLCI, c'est un groupement d'intérêt public interministériel. On est rattaché au ministère du Travail, placé sous la tutelle de la DGEFP, donc avec une grosse partie de l'activité de l'agence finalement qui est tournée vers l'accès à l'emploi, l'insertion dans l'emploi, et donc voilà, les jeunes en font partie. Hein, c'est vraiment un public qu'on essaie d'accompagner vraiment de très près. La NLCI a plusieurs missions, mais la mission un peu générale, c'est quand même de sensibiliser et d'informer sur l'illettrisme, de rendre visible aussi ce sujet qui parfois est assez mal connu. On voit qu'il y a quand même encore beaucoup de confusion autour de ça, donc c'est de remettre un petit peu au clair la problématique et ses réalités surtout. Et puis après, on a une mission un peu tripartite, on va dire. La première, c'est de pouvoir mesurer, donc je vous donnerai quelques chiffres liés aux jeunes, mais pouvoir mesurer la maîtrise des compétences de base des jeunes, des adultes en France. Ça, c'est un peu spécifique à la France, hein, cette question d'illettrisme. On ne retrouve pas dans d'autres pays, notamment de l'Union européenne. La question de l'accompagnement des professionnels pour pouvoir mieux repérer, mieux accompagner et mieux former ces personnes qui ont des difficultés, et puis d'outiller aussi les acteurs. Donc voilà, quand je vous présenterai le service EVA, c'est un exemple d'outil que vous pouvez mobiliser, qui est complètement gratuit et mis à disposition. Donc quelques éléments pour se remettre un petit peu au clair. On peut passer, je pense, sur la planche suivante. Merci. Sur donc l'illettrisme, de quoi on parle quand on parle d'illettrisme? Tout va dépendre du parcours de scolarisation de la personne. Ça, c'est vraiment le radar qu'il faut avoir en tête pour distinguer l'illettrisme d'autres problématiques. Donc, on va déjà se demander si la personne a été scolarisée. Si elle n'a pas été scolarisée, ça serait une personne analphabète. Si la personne elle a été scolarisée, on va regarder si elle a été scolarisée en France ou à l'étranger. Je pense qu'on peut passer peut-être un cran. Voilà, merci beaucoup. Si la personne a été scolarisée hors de France, elle relèvera du français langue étrangère. Je pense que ça parle à un certain nombre d'entre vous, donc plutôt un public allophone. Et si elle a effectué sa scolarité en France, mais qu'elle est en grande difficulté avec la littératie, que ce soit avec la langue à l'oral, à l'écrit, avec le français, la personne est francophone et en situation d'illettrisme. Alors, bien sûr, l'idée, c'est pas de faire des catégories de personnes, parce que vous pouvez avoir notamment des jeunes qui, parfois, sont un petit peu à la frontière entre illettrisme et français langue étrangère. Alors déjà, il faut savoir que l'illettrisme, on parle beaucoup plus d'illettrisme pour des adultes qui sont sortis du système scolaire. Les jeunes qui sont en CFA, mais ils ont quand même encore un pied dans la scolarité. Ils sont un pied dans l'entreprise, mais un pied aussi dans la formation. Donc, on parle plutôt de prévention de l'illettrisme, parce que voilà, ils sont encore aussi dans les apprentissages. Ils s'apprêtent à terminer les apprentissages.
Mais ils peuvent être un petit peu à la frontière parce que parfois vous avez des jeunes qui ont pu démarrer leur scolarité à l'étranger, arriver en cours de scolarité en France et puis prendre la scolarité ensuite en langue française. Donc voilà, la frontière est pas aussi nette parfois pour certains profils qu'elle ne l'apparaît sur la planche. Mais ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que quand vous avez un jeune francophone qui a effectué sa scolarité en France et qui, parce que c'est quand même ce qu'on constate la plupart du temps, qui se traînent des difficultés qui ont pour la plupart commencé très tôt dans les apprentissages, en cours préparatoire, à l'école primaire. Ils arrivent sur la voie de l'apprentissage dans des CFA avec déjà des difficultés. Et ce qu'il faut retenir aussi, je pense, de l'intervention cet après-midi, c'est que nous on dit pas au CFA de résoudre un peu tous ces problèmes-là, parce qu'on sait qu'en une année parfois ça peut être un peu compliqué. Ça, des CFA nous le disent et on l'entend tout à fait. Quand il y a des difficultés qui se cumulent depuis presque 10 ans, ça peut être compliqué. Mais c'est de dire qu'il y a quand même une pédagogie un peu différente, des projets qui peuvent être menés pour accompagner ce profil-là de jeunes francophones en difficulté avec la littératie. Anaïs, excusez-moi, Oui. je vous interromps parce qu'il y a un problème d'écho. Est-ce que vous pourriez parler peut-être un petit peu plus doucement ou Ah, si vous Oui, avez le casque, on va peut-être faire un essai avec le casque. je Alors. vais essayer de Voilà. passer le casque, ça sera peut-être plus confortable. Voilà. Alors, est-ce que, en parlant peut-être un petit peu plus doucement, et normalement, on devrait pouvoir régler les problèmes d'écho. Merci bien. Alors, je suis passée au casque. J'espère qu'il y aura moins d'écho. Donc toujours sur les définitions, un petit peu le périmètre sur lequel on intervient. Donc illettrisme, vous avez bien compris, voilà, nous l'expertise qu'on va apporter, elle est surtout sur des personnes qui ont été scolarisées en langue française, qui sont en difficulté certes avec la littératie, mais avec beaucoup d'autres compétences de base. C'est ce que voilà, j'ai tenté de vous représenter sur le visuel partagé. Vous avez vraiment ce noyau dur quand on parle des compétences de base, on va retrouver la compétence en littératie, donc comprendre, s'exprimer en français, à l'oral, à l'écrit. Mais vous avez aussi la compétence qui relève de la numératie, pouvoir calculer, compter. Et la numératie, c'est pas que les mathématiques. S'il y a des formateurs en mathématiques parmi vous, je pense que voilà, vous en parleriez mieux que moi, mais en tout cas, ça englobe vraiment la capacité à pouvoir être à l'aise dans l'univers des chiffres, dans l'univers des nombres, et le repérage dans l'espace et dans le temps, ça peut s'englober aussi dans ce spectre très large de la numératie. Ça fait partie des compétences de base. Et puis l'utilisation des outils numériques. Le numérique aujourd'hui, ça fait partie des compétences de base et c'est une compétence qui est aussi importante à maîtriser que la lecture, l'écriture ou le calcul. Donc ça, c'est ce noyau dur qu'on appelle les compétences de base et de ce noyau dur-là va découler d'autres compétences. Alors c'est celles qu'on a listées sur la partie de droite et on pourrait en lister d'ailleurs d'autres. Ça fait partie aussi des compétences de base finalement, de pouvoir travailler dans un cadre défini quand on est en entreprise ou même quand on est en formation d'ailleurs, quand on est en CFA, de pouvoir travailler en autonomie. Ça, c'est des choses que les CFA qu'on a accompagnés, je parlerai pour Aura parce que j'ai plus de retours d'expérience sur ma région bien sûr, mais de jeunes qui ont du mal à gérer leur temps, à gérer leur planning, voilà. Et ça, ça appelle la maîtrise de compétences de base, bien entendu. Donc c'est des compétences qui sont essentielles aujourd'hui pour s'intégrer dans l'emploi, pour s'intégrer durablement dans l'emploi. Et on ne peut pas raisonnablement aujourd'hui, mais ça voilà, je pense que vous le constatez aussi, accompagner des jeunes vers l'obtention d'un diplôme, d'une certification, d'un CAP, d'un bac pro. Et on voit que les jeunes, en fait, la plupart du temps, réussissent à obtenir ce diplôme-là parce qu'ils sont plutôt bons sur les enseignements techniques, mais ne pas se préoccuper de cette question-là, de maîtriser ces savoirs fondamentaux, ces compétences de base qui seront nécessaires pour qu'ils puissent s'intégrer durablement dans l'emploi. Hop, on peut passer à la planche suivante. Alors, est-ce qu'il y a un souci de son? Parce que je vois que plusieurs personnes n'ont pas de son. Est-ce que vous Non, non, m'entendez? je pense qu'il n'y a pas de souci, Anaïs. Donc j'enchaîne. Donc quelques chiffres à vous partager. Alors le chiffre à retenir, c'est que vous avez aujourd'hui un jeune sur 10 qui est en forte difficulté avec les compétences de base en France, sur la tranche d'âge 18-29 ans. Donc ça, c'est la donnée qui résulte de l'enquête INSEE 2022-2023, enquête nationale. Et quand on regarde les besoins, je vous parlais de la numératie tout à l'heure parce que on en parle quand même de plus en plus, mais c'est là que finalement se situe le plus de besoins. C'est 69% des jeunes qui sont en forte difficulté. Les jeunes, les difficultés sont sur la numératie. 10% sur la littératie et vous avez 21% de ces jeunes qui vont cumuler les difficultés en littératie et en numératie.
3 autres données à vous partager. Alors, les données que je vous partage, vous les retrouverez, et puis il y en a beaucoup d'autres qui sont vraiment intéressantes dans une publication spéciale jeunes qui est en ligne sur le site de la NLCI. On vous mettra le lien dans le chat ou sinon on le rajoutera sur le support. J'en ai sélectionné quelques-unes. Alors, liées au diplôme, ça c'est intéressant. Un jeune sur 3 n'ayant pas dépassé le niveau CAP BEP est en difficulté de lecture. Et 3 jeunes sur 10 qui sont en première année de CAP sont en forte difficulté avec les compétences de base. Donc ce qu'il faut retenir de ça aussi, c'est que le diplôme, bien sûr, protège de potentielles situations d'illettrisme. On voit que c'est le premier critère de risque d'illettrisme, c'est que les personnes, bien souvent, elles n'ont pas de diplôme ou un diplôme de premier niveau de qualification. Mais pour autant, ça ne protège pas nécessairement des difficultés, puisqu'on a des personnes, des jeunes qui ont leur diplôme, qui s'insèrent dans l'emploi et qui, malgré tout, ont des difficultés avec les compétences de base. Et puis, je voulais vous partager aussi un chiffre sur les compétences numériques. C'est un quart des jeunes qui ne disposent pas de compétences numériques faibles, voire inexistantes. Et c'est vrai qu'on a tendance parfois, alors même si je trouve que quand même c'est de moins en moins le cas, mais de se dire que les jeunes sont plus autonomes, plus à l'aise avec le numérique que ne peuvent l'être des générations plus avancées en âge, on va dire. Ça dépend des usages dont on parle, parce que effectivement, quand on va vraiment questionner la compétence, la maîtrise de la compétence, on voit que il y a quand même un certain nombre de jeunes qui en sont loin, hein, même si ils sont très présents sur les réseaux sociaux, ça présage pas de la maîtrise de la compétence numérique. Donc j'enchaîne sur la deuxième partie pour faire un zoom sur le service EVA. Donc le service EVA, c'est un service numérique qui est gratuit, qui va vous permettre de pouvoir mieux repérer et puis objectiver aussi les besoins des jeunes qui seraient en difficulté avec les compétences de base, notamment la littératie et la numératie. Donc, le service EVA, c'est un service public numérique de la NLCI qui donc est déployé aujourd'hui par la NLCI. On a une équipe dédiée, dont Martin Griffo qui est sur le back office et qui pourra répondre à vos questions, vraiment dédiées là-dessus. Initialement, il a été développé par une start-up d'État à la demande du ministère du Travail, donc financé par le ministère du Travail, et il a été reconnu en 2023 comme service à impact national. Donc c'est un service bien sûr qui est gratuit pour les professionnels, pour les structures, pour les bénéficiaires, qui est aussi agile et en open source. On a vraiment une équipe dédiée à EVA qui travaille de façon permanente et constante à l'amélioration continue de ce service-là, à l'enrichissement aussi de ce service. Et puis on est sur un service à dimension ludique. Et ça, c'est important quand on s'adresse aux jeunes, je pense, de pouvoir leur proposer quelque chose, avec cet aspect vraiment basé sur la ludopédagogie et aussi quelque chose de bienveillant. Alors, à quoi ça sert EVA? En quelques mots, ça va vous permettre d'évaluer, bien évidemment, la maîtrise des compétences de base. On y reviendra de façon un peu plus précise, mais de pouvoir aussi objectiver ces besoins-là, parce que parfois dans les CFA, vous avez des jeunes qui vous semblent en difficulté ou vous avez des remontées de certains des équipes pédagogiques qui voient bien qu'il y a des difficultés, mais sans forcément objectiver et puis préciser de quels besoins on parle. Donc là, vous allez pouvoir objectiver ces besoins-là et valoriser aussi les compétences en redonnant confiance aux jeunes, parce que les jeunes qui peuvent avoir des difficultés avec les compétences de base, surtout ceux qui relèvent de profil, on va dire, plus illettrisme, vont avoir tendance à masquer ces difficultés et être vraiment dans une posture de manque de confiance en eux. Et donc de pouvoir aussi, via la passation du service EVA, s'adresser en montrant effectivement les difficultés, mais aussi les compétences qu'ils maîtrisent, ça c'est intéressant. Et puis du point de vue de la structure, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir vous permettre de collecter un certain nombre de données, de les exploiter pour pouvoir vous aider à outiller les décisions en fonction des filières, des années ou des campagnes de passation que vous organisez pour EVA. Donc concrètement dans EVA, vous allez avoir 2 parcours. On peut peut-être les mettre, voilà, merci. Donc vous avez un parcours diagnostic et un parcours positionnement. Les 2 sont indépendants les uns des autres. Vous pouvez choisir d'utiliser que le module de diagnostic, que celui de positionnement ou les 2. Ce qu'on préconise toutefois si vous utilisez les 2, c'est de ne pas les enchaîner l'un à la suite de l'autre, parce que voilà, ça peut entraîner une durée de passation assez longue, et on sait que la capacité de concentration des jeunes passer 1 heure, 1h15, c'est compliqué. Donc voilà, de laisser quand même un temps entre les 2, sachant que l'usage n'est pas tout à fait le même. Dans le module de diagnostic, vous allez pouvoir avoir une photographie un peu macro du niveau de difficulté des jeunes. Et puis, vous allez aussi, dans le module diagnostic, pouvoir valoriser les compétences transversales.
puisque dans le module diagnostic, vous avez une partie compétences de base, c'est à peu près 30 minutes, et une partie compétences transversales, c'est à peu près 30 minutes, qui sont là encore indépendantes, hein, vous pouvez faire l'une ou l'autre. Donc le module diagnostic, il est plutôt utilisé dans les CFA en entrée de formation, en début d'année, où les CFA font le choix, alors pour tous les jeunes ou certains jeunes qui ont été pré-repérés en difficulté, de passer sur le premier trimestre, les premières semaines, les premiers mois de l'année, le parcours de diagnostic. Et puis, pour aller un peu plus loin, pour avoir un positionnement plus fin des compétences en littératie et en numératie, vous pouvez utiliser le module positionnement. Donc c'est 2 fois 1 heure si vous faites compétences langagières et compétences mathématiques. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser comme le module diagnostic en entrée de parcours, mais aussi en cours de formation, voire aussi en fin de parcours. Et là, l'idée, c'est de pouvoir mesurer les progrès aussi des jeunes, et on en revient à cette dimension valorisation de dire aux jeunes, bah voilà, à mi-parcours, si c'est en cours d'année ou en fin de parcours, voilà les progrès que tu as fait, regarde, tu es plus à l'aise, et on objective. C'est vraiment ça qui est intéressant aussi, les compétences. Donc je le rappelle quand même, mais effectivement, le service EVA ne doit en aucun cas être utilisé pour faire de la sélection à l'entrée. Voilà, l'idée, c'est vraiment, quand les structures utilisent EVA, c'est pour pouvoir derrière mieux accompagner les jeunes qui seraient repérés en difficulté via ce service-là, et bien sûr ne pas faire de la sélection, de dire voilà, on n'accepte pas les jeunes dans nos filières quand ils ne passent pas la passation d'EVA. Quelques recommandations sur la passation des tests. Alors en plus, moi j'utilise le mot test, mais on évitera d'utiliser ce mot-là auprès des jeunes, bien sûr. La passation doit toujours être accompagnée. Alors c'est un peu compliqué parfois dans les structures de faire de l'individuel, mais on préconise vraiment des petits groupes. Ça peut être 6 à 8 jeunes maximum dans une même salle, chacun devant son ordinateur avec son casque, puisqu'il y a une sortie son, donc voilà, c'est beaucoup plus agréable. L'idée, c'est que vraiment le jeune, voilà, il soit dans sa bulle et qu'il puisse passer le test tranquillement, sur ordinateur ou sur tablette, avec une connexion internet indispensable, sortie son bien sûr, et le module compétences de base, côté diagnostic compétences de base, on peut le passer hors ligne, mais sinon il faut absolument une connexion internet. Et puis ce qu'il faut envisager bien sûr aussi, c'est la restitution de ce test, de cette passation, qui se fait bien sûr en individuel. Alors soit vous avez la possibilité de le faire tout de suite à l'issue de la passation, 6-8 personnes, et puis de façon individuelle, vous prenez 15-20 minutes pour faire une restitution. Soit vous pouvez l'organiser a posteriori, mais l'idée c'est de le faire assez rapidement et de pas laisser le jeune dans l'attente, sachant que le jeune, quand il passe EVA, à l'issue du diagnostic, à la fin, sur son écran, il ne verra que ce qui est positif, c'est-à-dire les compétences, maîtriser un peu ses points forts, hein. On lui mettra pas une photographie comme ça des difficultés pour pas le placer dans une posture un peu négative, mais on reste toujours bienveillant. Par contre, la structure, elle récupère et elle peut télécharger l'ensemble des résultats individuels, et là, elle a vraiment le détail de la passation, séquence par séquence. Quelques dernières recommandations. Ce qu'on préconise effectivement, alors il y a ce qui se passe aussi avant la passation, et c'est là où c'est intéressant, et nous on peut vraiment accompagner les équipes des CFA là-dessus, c'est de pouvoir donner du sens à l'évaluation. Puis d'ailleurs, vous voyez, moi j'utilise beaucoup le mot test, évaluation, mais quand on s'adresse aux jeunes, voilà, l'idée c'est de leur dire c'est très valorisant, on est là pour faire un point sur les difficultés éventuelles, sur ce qui est maîtrisé, ce qui serait à renforcer, et donner du sens, c'est important parce que on peut avoir des jeunes parfois qui vont aller passer EVA de façon un peu, ils y vont un peu à reculons, ils ont pas envie, et donc le résultat de l'évaluation ne sera pas nécessairement fiable, ça n'a pas d'intérêt ni pour eux ni pour les professionnels. Donc il faut vraiment argumenter, motiver, et puis rassurer aussi, parce que on n'est pas là pour pointer ce qui ne va pas, on n'est pas là pour juger, mais vraiment pour proposer à l'issue de cette passation, en tout cas, un accompagnement plus personnalisé ou plus individualisé aux jeunes en fonction de ses besoins. Bon, les conditions matérielles, ça j'en ai un petit peu parlé, mais voilà, de vraiment aussi soigner l'accueil avant la passation pour que tout se passe bien, de gérer le temps aussi. Parce que si vous avez 6 jeunes ou 6 ou 8 jeunes dans une même salle, ils seront pas tous au même niveau d'avancement, et certains auront fini avant, et il faut pas que ceux qui prennent un peu plus de temps se sentent mal à l'aise, parce que vite, il faut finir l'évaluation. Donc voilà, on essaye d'encadrer tout ça au mieux. Et puis c'est important qu'il y ait vraiment
systématiquement quelqu'un dans la salle pour superviser la passation. On laisse pas les jeunes seuls face à leur écran. Il peut y avoir parfois des difficultés. Donc l'idée c'est pas de faire à la place d'eux, mais d'être en facilitation. Et ça, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais vous avez des jeunes qui peut-être sont en difficulté avec le numérique. Alors le service EVA, il a été conçu pour être accessible à des personnes qui n'ont pas de grandes compétences numériques. Il faut à minima maîtriser le clic avec la souris et le glisser-déposer avec la souris. Et vous avez d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, un module optionnel qui vous permet de vérifier que ces compétences-là sont maîtrisées. Et sinon, vous pouvez être là en facilitation, mais en tout cas, on n'est pas là pour évaluer les compétences numériques des jeunes. Hop. Alors, si vous souhaitez en savoir plus, si vous voulez tester, aller voir à quoi ressemblent les modules, voir aussi comment on crée des campagnes, comment on crée des comptes pour vos structures, vous avez une interface bac à sable. Voilà, vous pouvez aller vous amuser un petit peu, regarder dedans toutes les ressources qui sont disponibles, parce que je vous en ai pas partagé, mais vous aurez aussi sur l'interface bac à sable des exemples de restitution, notamment du module de diagnostic. Donc vous avez le lien, n'hésitez pas à aller voir. Et ensuite, je le redis, mais voilà, pour les structures qui souhaitent tester et prendre en main le service, on a une équipe dédiée qui peut vous aider donc à organiser cette prise en main-là. Et puis les chargés de mission régionaux de la NLCI se déplacent aussi dans les structures. Moi, par exemple, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, je le fais assez régulièrement, d'aller dans les CFA, montrer comment ça marche, accompagner la création de comptes, et puis voir comment la structure elle peut s'approprier l'outil. On est toujours sur une phase de test. Au début, les structures, elles testent auprès de quelques cohortes de jeunes. Et puis, voilà, quand les choses, elles sont bien installées, bien intégrées, le CFA l'utilise de façon autonome. Alors, j'enchaîne, je vais essayer de rester dans le timing, pour vous partager deux retours d'expérience, d'actions qu'on a menées sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec des angles différents. Donc la première, c'est une action qu'on a menée sur le département de l'Ain, en lien étroit avec la DETS 01 et le Centre ressources et lettrisme écrit 01, où on a accompagné dans le cadre d'une expérimentation 7 CFA volontaires pour penser des solutions, pour pouvoir accompagner leurs jeunes en difficulté avec les compétences de base. Donc on est intervenu plutôt en tant que facilitateur dans cette démarche, à travers finalement la méthode du design de service ou du design thinking. On peut passer à la planche suivante, où justement je vous déroule un petit peu le processus qu'on a mis en place avec les CFA. L'idée, c'était vraiment de partir des besoins des jeunes. Donc on a travaillé sur des personas qu'on a construit avec les participants, et la posture de la NLCI et du centre ressources, ça n'a pas été de venir finalement dire au CFA, il faut travailler de cette façon pour lever les freins, etc., mais d'être avec notre casquette bien sûr d'expertise, mais de faciliter. Et ce sont les CFA qui ont co-construit leur solution. Donc ils ont vraiment construit une solution qui leur est propre, une solution sur mesure à travers différents temps de travaux. Pour vous expliquer la méthodologie assez rapidement, on a eu d'abord un temps de cadrage, où là l'enjeu ça a été de pouvoir diagnostiquer les enjeux, toujours en partant des besoins des jeunes, des structures, mais aussi des ressources des CFA, et puis des ressources qui sont pas toujours énormes, qui sont pas extensibles, avec des freins aussi et des contraintes à prendre en compte, pour définir une problématique, une forme de question à résoudre. On a réuni à nouveau le groupe sur une deuxième journée, l'atelier de prototypage, où là, on a travaillé à la création, à la conception d'une solution qui intègre à la fois le repérage des jeunes en difficulté, et puis surtout, c'est là le cœur du projet, l'accompagnement de ces jeunes. Une fois qu'on les a repérés, finalement, qu'est-ce qu'on leur propose? Et la solution, une fois qu'on l'a conçue, c'est bien, mais il faut pouvoir penser un plan d'action pour la rendre opérationnelle. Donc, on a conçu cette solution. Ensuite, on a invité les structures à tester cette solution. Donc, le test est en cours. Donc, j'ai pas de retour d'expérience très exhaustif à vous partager pour l'instant, mais la solution est en cours. Et on se réunira prochainement pour un 3e atelier d'ancrage, où là, l'idée, ça va être de pouvoir ajuster la solution, le plan d'action, voir s'il y a des choses qu'il faut retravailler ou pas. Et puis, plusieurs semaines après, un atelier de concrétisation pour pouvoir ancrer cette solution dans la durée. Alors la solution qui a émergé de cette démarche-là, c'est la base. C'est le nom que les structures ont souhaité donner à leur solution. La base, je lis, j'écris, j'agis. Alors, on peut passer, je pense, à la planche suivante. Merci.
qui permet de répondre finalement à la question de la problématique où il y avait plusieurs dimensions. Le projet, la solution, elle devait permettre d'accompagner individuellement, en tout cas plus individuellement que ça ne l'était aujourd'hui, les jeunes en difficulté dans les structures. L'objectif final, c'était bien sûr de renforcer les compétences de base de ces jeunes pour les rendre plus acteurs de leur parcours et un peu moins passifs. Et puis surtout, la démarche, elle devait être inclusive et bienveillante. Donc les CFA, ils ont construit cette solution qui comporte 3 piliers. Le premier qui est le plus important, celui qui prend le plus de place, c'est la mise en place en fait d'ateliers qui sont basés sur la ludopédagogie pour permettre à ces jeunes de renforcer les compétences de base. Et là, en fait, on va avoir des ateliers qui sont très différents d'une structure à l'autre. Mais bon, je peux vous partager 2 exemples. Le premier, c'est des ateliers d'écriture. Alors ça, c'est la MFR Lavernée à Perona qui nous en a, qui l'a valorisé, qui l'a partagé aux autres en nous disant que ça fonctionnait très bien. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent être déployées auprès de jeunes qui sont très réfractaires à passer à l'écrit et qui, avec ces ateliers-là, reprennent confiance en eux pour produire des textes à l'écrit. Ça, c'est plutôt côté sur la littératie. Et puis sur la numératie, c'est des ateliers qui vont permettre de travailler les maths autrement, de travailler les maths, je cite, dans la vraie vie. Et là, l'idée, c'était que les formateurs en mathématiques dans les CFA puissent prendre appui sur des situations concrètes de la vie réelle ou de la vie professionnelle pour donner du sens aux apprentissages des mathématiques. Donc, c'est des choses qu'on va retrouver, voilà, par exemple, dans ces ateliers. Les 2 autres dimensions intéressantes aussi qui viennent compléter finalement ce premier jalon, c'était de pouvoir repenser un peu l'aménagement des espaces. Repenser l'aménagement des espaces, notamment des bibliothèques, parce qu'en fait, un certain nombre de CFA nous disent « mais nous, on comprend pas, on a des lieux de lecture, des bibliothèques qui sont pas fréquentés, les jeunes viennent pas, on voudrait aussi se servir de ce lieu-là pour engager une dynamique plus positive vis-à-vis de la lecture ». Donc il y a des actions qui ont été pensées là-dessus, et puis de repenser aussi les salles de formation parfois, parce que les jeunes, ils sont en CFA, ils ont un pied dans l'entreprise, et d'avoir des salles de classe un peu académiques, peut-être un peu trop scolaires, voilà, pour certains. L'idée, c'était de repenser l'aménagement de ces espaces-là aussi pour les rendre plus attrayants. Et puis le 3e volet, c'était de pouvoir travailler sur l'accessibilité de l'information, puisque les CFA se sont rendus compte qu'ils avaient beaucoup de canaux par lesquels ils diffusaient beaucoup d'informations écrites, notamment aux jeunes, aux familles des jeunes. Et l'idée, c'était de pouvoir travailler sur l'accessibilité. Alors, sans aller jusqu'au FALC, le français facile à lire et à comprendre, mais en tout cas avec un français facilitant pour faciliter la communication de tous au sein du CFA. Donc ça, c'est la première action qu'on a pu mener et que je voulais vous partager. La deuxième, qui est complètement différente, une approche complètement différente, là, c'est une formation-action. Alors qu'on a déployée en Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi dans d'autres régions. C'est venu d'une impulsion du national. On a pu déployer cette formation grâce au soutien de la Fondation BTP+, pour aller former des référents ou des ambassadeurs illettrisme dans les CFA. Alors, on était vraiment sur une formation-action, c'est 6 journées de formation. L'objectif à l'issue, c'était certes d'avoir une personne qui, de retour dans son CFA, était en capacité de pouvoir sensibiliser ses collaborateurs, de pouvoir répondre aux questions éventuelles des collaborateurs parce qu'elle avait cette petite expertise, parce que 6 journées, on ne devient pas expert de l'illettrisme et des compétences de base, mais d'avoir quand même un bagage, une acculturation pour pouvoir avoir cette casquette-là. Et puis surtout, on était sur une formation action, donc c'était de repartir avec un plan d'action, ou en tout cas une action, une ébauche d'action à pouvoir mener au sein de son établissement. Donc, je vous ai mis les objectifs de la formation. Je rentrerai pas trop dans le détail, mais voilà, il y avait vraiment cette double dimension, et je voulais quand même insister sur 2 éléments fondamentaux, parce que c'est aussi ce que nous ont dit les participants à cette formation, ce qui avait vraiment permis de changer leur regard sur leur façon d'accompagner les jeunes. C'est le module 3 et 4. Le module 3, il était vraiment centré sur le renforcement des compétences de base en s'appuyant sur les situations professionnelles. Ça, c'est des choses qu'on a testées, expérimentées de longue date dans des CFA, et on voit que ça marche très bien. L'idée, c'est de s'appuyer sur ce qui se passe dans l'entreprise, sur ce qui se passe quand les jeunes, ils sont dans l'entreprise, pour pouvoir retravailler les compétences de base sur la littératie et la numératie notamment, en développant le lexique professionnel, en allant chercher en fait des situations qui mobilisent la numératie, mais qui sont en lien avec leur projet professionnel. Et ça redonne aussi du sens aux apprentissages, et ça fonctionne très bien.
Ça implique, par contre, dans les structures, que les équipes se parlent. Alors c'est le cas dans certains CFA, mais c'est pas le cas dans tous les CFA. On a vu des CFA où c'était très cloisonné, enseignements généraux, maths, français, et puis formateurs techniques, et où c'était assez difficile de finalement faire du lien. Dans d'autres CFA, c'était assez naturel finalement. Donc voilà, on essaye de pousser ça. L'idée, c'est pas de faire complètement différemment, mais c'est de faire évoluer ces pratiques. Et c'est vrai que quand le formateur technique en pâtisserie, par exemple, échange avec avec l'enseignant de mathématiques et de français pour contextualiser un petit peu les apprentissages des compétences de base, et ben ça marche très bien auprès des jeunes. Ça, c'était le premier point sur lequel je voulais insister. Le deuxième point qui marche aussi bien, c'est de prendre appui sur le numérique. Parce que les jeunes, ils ont la plupart, quasi tous, une appétence assez importante avec le numérique. Et en fait, ces référents illettrisme ont été formés à l'approche duplex de la NLCI. L'approche duplex, très rapidement, c'est une approche qui va permettre à des personnes, donc y compris à des jeunes, hein, de travailler leur autonomie numérique, de renforcer leurs compétences de base numériques en même temps, et sans forcément s'en rendre compte d'ailleurs, qui vont travailler aussi le renforcement de leurs compétences de base, en littératie notamment, à travers une démarche vraiment intégrée à 100% dans l'ingénierie pédagogique. Donc ils ont été formés là-dessus. Donc voilà, ce que je voulais vous dire à travers cette action-là, c'est que nous, on l'a testé, on a eu vraiment des très bons retours, et c'est une formation qui peut être dupliquée dans d'autres structures, dans d'autres territoires aujourd'hui. Donc si il y a des structures qui sont intéressées, qui souhaiteraient bénéficier de cette action de formation, je vous invite à vous rapprocher de votre contact ANLCI en région pour voir voilà comment on peut monter un groupe, sachant que sur le financement, là, on a eu un financement de la Fondation BTP+, donc c'était gratuit pour les formateurs. Si on renouvelle, voilà, faudra qu'on puisse voir comment financer cette formation. On travaille beaucoup avec les OPCO. On a un partenariat assez fort avec les opérateurs de compétences, entre autres. Donc voilà, ça devrait pouvoir se faire, on l'espère, dans d'autres territoires. Et je termine vraiment rapidement en 2 minutes sur, pour aller plus loin, mobilisez-vous à nos côtés. Je voulais vous dire un mot des Journées nationales d'action contre l'illettrisme. Comme vous le savez ou pas, mais chaque année, on a une grosse fenêtre de communication sur l'illettrisme, sur les compétences de base à la rentrée, sur septembre, et puis on a fait évoluer le calendrier. Là, c'est jusqu'à début octobre, voire jusqu'à, je le dis pas trop fort, mais mi-octobre, voire fin octobre, hein, si vous souhaitez organiser quelque chose. Et l'idée, c'est d'inviter tous les acteurs à organiser un événement pour parler de ce sujet, de l'illettrisme, des compétences de base. On a une campagne de communication, un kit de communication aussi qui est mis à votre disposition. Et c'est vraiment un moment. Alors on sait que la rentrée c'est un peu compliqué, bon surtout pour des CFA parce que c'est pas le timing est pas forcément le meilleur pour vous, mais ça peut, voilà, comme je vous le disais, se faire même sur octobre. Ça peut être soit des temps que vous organisez avec des jeunes, des petits groupes de jeunes, où vous organisez des temps de débat, d'échange, et là on a beaucoup de ressources qu'on peut vous mettre à votre disposition pour vraiment vous faciliter l'organisation de ces temps-là. On a il y a pas mal aussi de ciné-débats qui sont organisés avec des films, et puis voilà, c'est le point d'appui pour aller échanger sur cette question-là. Donc soit pour vos jeunes, soit pour les équipes pédagogiques. Régulièrement, on est amené à intervenir pendant les JNI justement auprès d'équipes pédagogiques de CFA pour les sensibiliser, leur mettre en avant le service EVA ou d'autres outils, faire témoigner des CFA sur des actions qu'ils portent à d'autres CFA. Donc il y a plein de choses qui sont possibles. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que quand vous organisez cet événement sur cette fenêtre-là de la rentrée des JNAI, vous prenez part à une dynamique collective nationale, puisque il y a plus de 1000 événements qui sont organisés chaque année. Donc ça vous permet aussi de donner une visibilité de votre engagement à ce moment-là. Donc nous, on peut vous accompagner sur la création d'une action ensemble. Il y a un appui. Et puis sur le portail Illettrisme Journée, vous avez toutes les infos pour pouvoir organiser un événement et recevoir toutes les ressources nécessaires. Voilà, je vais m'arrêter là. Voilà, j'avais mis les visuels de la campagne de cette année qui est vraiment tournée sur la mobilisation, avec le mot d'ordre 10% concernés, 100% mobilisés. Donc c'est voilà, dans le kit de communication, vous avez ces 2 affiches qui sont au format poster. Il y a aussi des stickers. Enfin voilà, on essaye de mettre pas mal de choses un peu clés en main à destination des professionnels qui souhaitent organiser une action.
Merci Voilà, Anaïs pour cette présentation. Martin a répondu à quasi toutes les questions qui étaient dans le chat. Je ne sais pas s'il y en a une peut-être à prendre avant de passer à la table ronde. Alors oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de questions qui ont trouvé une réponse dans le chat. Il y avait une question par rapport aux différences qu'il y a entre le dispositif, le service EVA avec le programme Voltaire. Donc, est-ce que ça, vous pourriez en dire un mot? Oui, alors on est vraiment sur deux choses complètement différentes. Et Martin, n'hésite pas à compléter. Le service EVA, on va vraiment sur l'évaluation, le positionnement des compétences sur la littératie et sur la numératie. Le service Voltaire, on est plutôt sur de la maîtrise de l'orthographe, me semble-t-il. Donc on n'est pas tout à fait sur le même champ. Dans la littératie, voilà, il n'y a pas que l'orthographe. Et puis on est vraiment sur les compétences de base. Nous, c'est le périmètre sur lequel on intervient, donc l'orthographe, c'est encore un peu autre chose. Les deux peuvent s'utiliser de façon complémentaire, je pense, mais ne répondent pas aux mêmes besoins. Si je peux me permettre, Lamia Halal, donc juste pour dire que par rapport au projet Voltaire, il serait vraiment opportun de le mobiliser par rapport à des personnes de degré 3, 4 ou voire au-delà. D'accord? Donc, c'est assez complémentaire, mais là, il n'y a que le travail sur l'orthographe. C'est concentré sur la question de l'orthographe. Alors que Eva, donc, on va voir les compétences de base transversales, hein, donc ça met en avant les compétences transversales des personnes, et au niveau du diagnostic, on sera sur la littératie, la numératie. Et donc, il y a une question qui arrive en lien avec ces aspects-là différenciants. Est-ce qu'il y a des différences entre EVA et GERIP? Alors peut-être Martin, je veux bien si je que... peux ouais. répondre. Merci. Alors déjà, pour vous dire que EVA peut tout à fait être utilisé en articulation avec d'autres outils, que ce soit GRIP, que ce soit Frelo, que ce soit... Enfin voilà, il y a tout un tas d'outils. Une des différences qu'on peut... C'est d'ailleurs le cas chez certains de nos partenaires. On pense au régiment du service militaire adapté dans les Outre-mer, qui utilisent EVA, puis qui vont proposer du GRIP. Une des différences principales, c'est que EVA ne propose pas de remédiation. GRIP, il y a beaucoup de contenus qui sont dédiés à la montée en compétences, en fait, voilà, pour s'auto-former ou pour être accompagné sur de la montée en compétences. Dans EVA, on va être uniquement sur du repérage de difficultés et sur du positionnement un peu plus complet, faire le point sur les compétences pour adapter les parcours, mais on ne propose pas de remédiation. Et puis voilà, une différence, c'est bien sûr que EVA, on est sur un service public mis à disposition gratuitement. Voilà, GRIP, il y a des systèmes de licence. euh, voilà, pour les grandes lignes des différences entre EVA et d'autres outils privés qui peuvent exister. Donc, il y a une question qui vient d'arriver là également sur le chat. Est-ce que EVA est adapté pour des personnes dyslexiques? Alors actuellement, ce n'est pas le cas. Actuellement, EVA n'est pas spécifiquement adapté ni même étalonné. Enfin, les algorithmes des tests ne sont pas étalonnés pour ces publics-là, voilà, qui pourraient avoir des TSLA. Euh, Par contre, c'est une préoccupation qu'on a et j'ai répondu dans le chat à une question similaire. On est engagé dans une démarche de refonte du parcours diagnostic compétences de base dans EVA et on va travailler à ce que ce parcours soit accessible pour le plus grand nombre, dont les publics voilà, qui ont des TSLA, donc des troubles 10. On va travailler sur l'accessibilité, sur la taille des polices, sur la façon de présenter les choses. L'outil tel qu'il est aujourd'hui, il peut être mobilisé avec ces personnes, mais gardez bien en tête que les algorithmes de test sur la maîtrise des compétences de base ne sont pas étalonnés spécifiquement pour ça. Donc, vous pouvez utiliser EVA pour d'autres usages, la remobilisation, même faire le point, ouvrir la parole, mais en termes de résultats et de fiabilité des résultats, ce ne sera pas le plus adapté. Il y a sans doute d'autres outils qui existent et qui sont dédiés pour ces personnes. Il y avait également une question par rapport au fait que est-ce que le dispositif EVA atteste-t-il d'un niveau de type A1, A2? Alors, une autre différence par rapport à la réponse voilà, qui a été apportée tout à l'heure sur le Voltaire. Voltaire, on est sur une certification. Avec EVA, on n'a pas d'ambition de certifier quoi que ce soit. On va repérer, on va positionner les personnes, on va, en fonction de la passation, attribuer un profil.
proposer une synthèse, mais on ne va pas certifier voilà, d'une maîtrise comme pourraient le faire d'autres outils. Je pense à PIX, par exemple, sur les compétences numériques, où il y a une certification PIX. Là, EVA ne certifie pas. Par contre, ça permet d'avoir une sorte de première photographie sur le niveau des personnes, et on a des positionnements avec les degrés CECRL, donc A1, B1, etc. CENF pour les mathématiques, donc du X1, Y1. Et on a aussi les degrés de la NLCI, donc degré 1, 2, 3, 4, avec degré 1 et 2 qui sont les situations, voilà, les personnes réputées en situation d'illettrisme ou d'innumérisme. Degré 3, des compétences à consolider. Degré 4, une maîtrise des bases, sachant que la maîtrise des bases, dans ce cas-là, c'est un niveau de fin de collège. Voilà, CAP, BEP, mais pas au-delà. C'est une autre question qui a été posée pour des publics qui auraient une plus grande maîtrise. Voilà, je pense des fins de licence, master, etc. EVA ne sera pas adapté puisqu'on s'intéresse surtout au bas niveau de compétences de base. Une question qui vient également d'arriver, comment peut-on avoir accès à EVA en tant que professionnel et qui doit nous donner des droits? Alors, l'outil, pardon, je réponds en direct, Anaïs, mais n'hésite pas à intervenir. L'outil est à disposition, comme je le disais, gratuitement. Vous allez sur le site EVA. N'hésitez pas à vous inscrire à une présentation plus détaillée du service, voire un format atelier, donc une formation vraiment à la prise en main. Et puis après, il y a un embarquement. Vous créez un compte sur EVA, vous vous rattachez à une structure, et à partir de ce moment-là, vous pouvez utiliser l'outil. Les seules contraintes, voilà, comme ça a dû être dit, c'est de ne pas utiliser, de ne pas mobiliser le service EVA pour sélectionner à l'entrée en formation. Ça, c'est un usage qu'on n'autorise pas avec EVA. On est vraiment dans un outil qui est là pour de l'accompagnement. Donc, vous ne pouvez pas mobiliser EVA avec des candidats à l'entrée en formation, mais uniquement avec des personnes qui sont déjà intégrées en formation. Mais sinon, c'est vous qui créez vos comptes. Vous n'avez pas besoin de notre autorisation. Vous acceptez les conditions générales d'utilisation et vous pouvez mobiliser le service. Et enfin, il y avait juste une petite demande d'avoir les coordonnées des correspondants de l'ANLCI en région. Et voilà, je pense que ça, ce sera apporté également C'est de déjà fait l'audio. sur le chat, hein, c'est déjà fait, Voilà, la liste bien sûr. des... Voilà, bah, c'est tout pour les questions. La plupart des autres questions, on trouve réponse du coup dans le chat. Donc, je vous invite à remonter un petit peu et à aller regarder un petit peu ce qui s'est échangé durant l'intervention. Merci Anaïs, Martin et Lamia sur ces compléments d'information et sur cette présentation. On va passer à la table ronde. Christophe, je te Alors, laisse oui, commencer. oui, merci pour toutes ces interventions. Nous avons la chance, en tout cas, d'avoir des professionnels qui vont pouvoir témoigner lors de cette table ronde. Donc, Rachel, Stéphanie, Camille et Martial, avec donc de différents types de CFA, ce qui est intéressant, de différentes régions de France et sur différents types d'expériences. Alors, on va commencer tout de suite juste par l'intervention de Stéphanie Nas, du CFA de Arles. Je crois qu'il doit partir dans peu de temps. Donc, Stéphanie, voilà, c'est à vous, hein. Donc, un témoignage concernant peut-être une présentation de votre CFA et D'accord, entendu. Bonjour à tous. Je suis Stéphanie Nas, directrice adjointe du CFA du bâtiment de Arles. Donc, un CFA du bâtiment, c'est-à-dire qu'on comporte des formations en CAP et BP dans les métiers, donc gros œuvres, finition, donc du maçon au carreleur, en passant par le menuisier, le plaquiste et le peintre, par exemple. Voilà. Et donc, là, par rapport à la thématique, à la problématique, comment accompagner les apprentis en difficulté avec l'écrit. Le public que je vais cibler, ce sera le public allophone, donc des apprentis dont le français n'est pas la langue maternelle. Donc, comme vous le savez, puisque les personnes qui sont autour de la table aujourd'hui avec nous font partie des CFA et en général, nos apprentis comprennent le métier. Ça veut faire qu'il faut passer à l'écrit, c'est un peu plus compliqué. Et donc, pour un allophone, encore plus, puisqu'on n'a pas seulement des difficultés scolaires, je dirais, mais aussi. Voilà. Stéphanie.
Oui, on vous C'est entend, c'est assez l'alternance et qu'on les voit globalement. Oui. oui, le son est assez Ah haché. mince. Alors peut-être couper l'image, peut-être pour libérer du flux. Et Alors on va voilà, essayer. Vous me dites. on va essayer. Est-ce Mais que comme le ça son c'est était un mieux? petit peu haché, hein, voilà. J'ai Est-ce que c'est l'impression, mieux? allez-y. D'accord. Oui, allez-y. C'est mieux, d'accord. Donc nous, ce qu'on constate, puisqu'on les a globalement une semaine par mois, c'est qu'il y a des difficultés à comprendre les consignes. Le lexique professionnel est très insuffisant, ils ne le connaissent pas. Et puis, bien évidemment, comme ils ont peur de se tromper, ils sont bloqués en expression, alors orale et puis écrite, et ils évitent totalement l'écrit. Voilà. Donc, ce qui est dommage, c'est que leurs compétences métiers deviennent par conséquent invisibles, peut-être même sous-estimées parce qu'ils n'arrivent pas à les mettre en mots. Voilà. Donc, c'est pas qu'ils ont une incapacité à apprendre, puisque dans les allophones, vous avez les alphas et les français langue étrangère, donc ceux qui n'ont pas été scolarisés et ceux qui l'ont été, mais c'est qu'il y a un problème d'accès à la langue et à ses codes, puisqu'il faut être très rapide et tout intégrer sur 2 ans. Donc, nous, notre posture, c'est s'appuyer sur partir du métier pour construire la langue et non l'inverse. C'est-à-dire qu'on va du métier vers la langue, on valorise ce que c'est déjà faire l'apprenti et on sécurise son entrée dans l'écrit. Donc, en fait, le français qui est mis en place n'est pas un français scolaire, déjà parce qu'on n'est pas dans un lycée professionnel, on est dans un centre de formation, et parce que nous, ce qu'on veut, c'est les insérer d'un point de vue social et professionnel, et donc on doit leur transmettre du français utile et concret sur le chantier. Voilà. Alors, comment ça se passe chez nous, au CFA du bâtiment de Arles? Donc, en premier lieu, un positionnement est réalisé. Alors, on a choisi l'option du positionnement papier pour plusieurs raisons, parce qu'on ne peut pas distinguer dans nos pratiques quotidiennes l'apprenti alpha de l'apprenti FLE, c'est assez compliqué. Parce que par rapport aux effectifs, par rapport au nombre de formateurs, au temps et aux contraintes. Donc, il y a un positionnement qui se divise en 2 parties. Un entretien que l'on couple avec l'entretien Borloo, pour ceux qui connaissent, parce que ce sont des jeunes qui sont passés par différents questionnements, la préfecture, la police, etc. Donc, en fait, on regroupe les 2 questionnaires et on complète d'un côté l'entretien langagier et d'un côté l'entretien Borloo, mais eux ne le savent pas. C'est nous, professionnels, qui savons compléter les 2 en même temps. Donc, pourquoi un entretien? Alors, déjà, pour créer du lien, bien sûr, les mettre en confiance, c'est évident. Et ensuite, cibler le niveau du positionnement qu'on va leur distribuer. Donc, tout à l'heure, on parlait du référentiel de CECRL. Et donc, à savoir, est-ce qu'on va leur donner un positionnement alpha, A0 à 1.1, ou un positionnement FLE, A1 à 2, puisque normalement, le niveau B1 devrait sanctionner des connaissances langagières de fin de 3e. Donc, à partir de là, en tout cas chez nous, au CFA, on ne bascule pas dans le FLE, on bascule dans le classique. Voilà. Donc, ça nous permet d'évaluer l'entretien, la compréhension et la production orale, très simplement. Ensuite, bien sûr, le papier, la compréhension et la production écrite. Et ça nous permet d'adapter nos supports et nos exigences. Voilà. Alors, après ce positionnement, ce qu'on met en place également, c'est... Stéphanie, Oui. pardon, je vous interromps juste pour que tout le monde comprenne bien. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous entendez sur l'entretien Borloo? Ah oui, pardon. Oui, non, juste pour que tout le monde puisse comprendre. C'est vrai. Alors, l'entretien Borloo, c'est quelque chose qui a été mis en place pour sécuriser les parcours, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, pour tous les apprentis. Ce n'est pas forcément pour les allophones. Donc, ça permet de créer du lien entre le formateur référent ou l'accompagnateur socio-éducatif, ça dépend des CFA, et ça nous permet de connaître l'environnement personnel et professionnel du jeune et d'éviter les ruptures. Par exemple, on demande où vit le jeune, avec qui,
Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'en entreprise, ça se passe bien? Pour essayer de déceler les freins. Voilà. Alors après, le jeune répond ou pas. Ça, c'est une question de feeling aussi. Est-ce qu'on pose toutes les questions ou pas? C'est à nous de voir, mais ça nous permet d'évaluer globalement, d'avoir une image globale du profil socio-professionnel du jeune. Voilà. Donc, c'est relié au positionnement FLE. Et ensuite, donc toujours, puisque nous on part du métier pour aller vers la langue, on a créé un lexique professionnel, qui part de la photo, du matériel ou du matériau, avec sa dénomination, avec l'article bien sûr devant, pour préciser le féminin ou le masculin. Et ensuite, le verbe d'action, c'est-à-dire à quoi va servir cet outil ou ce matériau. Voilà, donc là, on est clairement dans le verbe d'action lié au mode opératoire, puisque nous sommes dans les métiers du bâtiment, mais peut-être que dans les autres domaines d'activité, c'est la même chose. On part du verbe d'action. Voilà. Donc tout à l'heure, vous le précisiez, effectivement, dans nos référentiels au CFA, le lien EG-EP, enseignement général et enseignement professionnel, est obligatoire, d'où la co-animation. Et donc, ce projet-là permet de faire le lien entre le français, par exemple, et la maçonnerie, le carrelage ou la peinture. Voilà. Donc, c'est une co-construction de lexique métier qui est donnée aux apprentis. Alors, ils en ont un au CFA. Généralement, on leur double parce que c'est bien qu'ils aient ce lexique aussi sur le chantier. Que le maître d'apprentissage voit un petit peu le travail qu'on met en place et qu'il puisse nommer ou comprendre en tout cas ce qu'on lui demande. Bien sûr, les lexiques ne sont pas exhaustifs. On peut les compléter, les enrichir. Mais en tout cas, c'est une bonne base pour commencer le travail de l'écrit. Alors, chez nous, dans les CFA, ça devient concret comment ce passage du lexique à l'écrit, parce que chaque mois, les jeunes doivent revenir avec un bilan d'activité à compléter, c'est-à-dire qu'ils choisissent une activité qu'ils ont réalisée durant les 15 jours et ils nous la décrivent selon une structure écrite. Et donc, avec le lexique, ils peuvent apporter les mots, donc c'est-à-dire les noms communs et également les verbes d'action. Et c'est vrai que quand on est alpha, qu'on n'a jamais été alphabétisé, eh bien déjà commencer par le verbe d'action relié à un nom, un matériel ou un matériau, déjà c'est une entrée. Voilà, ça permet de se faire comprendre, même s'il n'y a pas l'usage de l'article ou si ce n'est pas une phrase sujet-verbe-complément, mais c'est déjà un début. Voilà. Merci. Donc, oui, pardon. Allez-y. Voilà. Alors, le temps est terminé? Non, allez-y, poursuivez, Stéphanie. D'accord, vous me dites. Oui. Voilà, donc ce qui est important, c'est l'usage de verbes d'action. Alors, bien sûr, vous comprenez, ça peut être lire, repérer, noter, expliquer. Donc, c'est en lien avec le mode opératoire de nos jeunes sur le chantier, mais également, s'il y a des formateurs de français dans ce webinaire, les verbes d'action, ça permet de rassurer, de structurer la pensée et de leur créer une méthodologie, parce que s'ils n'ont pas été scolarisés ou très peu, ils n'en ont pas. Et donc, il faut créer des automatismes, il faut les aider. Donc, on y va vraiment pas à pas. Voilà, l'idée, c'est ça. Donc, le positionnement, les lexiques métiers. Ensuite, évidemment, ça ne suffit pas. Donc, comme on ne les voit qu'une fois par mois, on leur a offert des manuels de français sur objectifs spécifiques, c'est-à-dire en lien avec le métier, des manuels français professionnels, si vous voulez, qui sont reliés à un site internet qui leur permet d'avoir accès à de l'audio gratuit, voilà, et qui leur permet de travailler à la maison leur écrit. Donc, il y a des manuels alpha, des manuels français langue étrangère, qui leur permet à leur rythme d'avancer. Donc, eux, en général, enfin, tout le temps, en fait, c'est pas en général, ces apprentis-là sont très contents de recevoir un livre papier, enfin, quelque chose de concret, je veux dire, car ils sont acteurs. Vraiment, ils voient leur évolution et puis petit à petit, ils apprennent à devenir autonomes.
Donc pour les alphas, par exemple, il y a tout ce qui est calligraphie, parce que tenir un stylo, être concentré, ne pas s'endormir, c'est difficile au départ. Donc ça leur permet à la maison de travailler la calligraphie, ce qu'on ne peut pas travailler nous au CFA. Et donc on garde le lien avec le contexte métier et l'écrit. Voilà. Donc pour conclure, nous, les résultats que nous voyons sur le terrain, c'est que les apprentis participent davantage. Alors, bien sûr, pour entrer dans une langue, on entre par l'oralité, pas par l'écrit. Mais malgré tout, ça leur permet de mettre des mots. Donc, l'oral va être plus facile, en tout cas plus osé. Ça va leur donner confiance et puis ils vont produire plus, puisque nous, évidemment, on va être d'accord avec, si tu es alpha et que tu commences par des verbes d'action et des mots sans article, bien sûr qu'on va les accepter. Voilà, évidemment, parce que l'essentiel, c'est de pouvoir communiquer, de devenir autonome, autant sur le chantier qu'au CFA. Et on observe, bien sûr, une structuration cognitive, comment dire, un peu plus sécure, et également une méthodologie dans la répartition des feuilles, des stylos dans une trousse, sur une table. Voilà, tout ça, ça se met en place progressivement. Hein. Attention, hein, je ne vous parle pas d'une procédure miracle, mais en tout cas, ce sont des petites gouttes d'eau comme ça qui permettent d'arriver vers une prise de confiance et d'amener vers l'écriture. Voilà. Donc, pour conclure, l'idée pour nous, au CFA du bâtiment de Arles, ce n'est pas pour le public allophone de simplifier ou ultra simplifier, qui peut être connoté. C'est pas du tout ça. C'est vraiment de relier la langue au métier et de révéler leurs compétences, puisque s'ils ne savent pas les écrire, on va croire qu'ils ne les possèdent pas. Donc, c'est quand même important. Voilà. Merci, merci Stéphanie hein, pour ce témoignage. Alors, notre témoignage, Rachel, comment, par rapport justement à ce qui était dit, comment ça se passe dans votre CFA et notamment au niveau du repérage? Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Rachel Alvarez, je suis directrice de l'innovation pédagogique et de l'accompagnement socio-professionnel chez BTP CFA Occitanie. Donc, on a 5 campus sur la région et j'accompagne les équipes en tant que fonction support dans la définition de la stratégie pédagogique et socio-professionnelle et donc aussi dans l'accompagnement des formateurs dans leur montée en compétences en collaboration évidemment avec les équipes de direction de nos campus. Donc nous, on est sur un volet, alors en tout cas, on essaye d'apporter un prisme centré sur les sciences cognitives pour mieux comprendre et mieux aider nos apprentis sur les difficultés liées à l'écrit. Et donc, c'est notamment rappeler que nos jeunes ont beaucoup de troubles dyslexiques ou bien des lacunes accumulées, que l'écrit, c'est le miroir de la réussite scolaire, mais également de l'échec, et que donc, quand on met nos jeunes face à l'écriture, et à cette nécessité scolaire d'écriture, d'abord pour eux, puisque justement en enseignement professionnel, ils arrivent à s'en dispenser un maximum. C'est aussi un rappel des échecs passés. Donc il y a cette difficulté-là à gérer. Et nous, au niveau de nos formateurs, c'est de faire un petit pas de côté et de rappeler ce qu'est l'écrit, qui n'est pas une évidence, qui n'est pas quelque chose de spontané, mais qui est quelque chose de culturel, que l'on acquiert uniquement au travers d'un apprentissage long, contrairement justement au langage oral qui va se faire spontanément avec de simples stimulations. Sachant ça, c'est de se rappeler que pour écrire, c'est un ensemble de rouages cognitifs qui sont mis en œuvre sur différentes étapes, et toutes ces étapes en fait sont interconnectées, et si on a une difficulté sur une de ces étapes, le résultat final est que l'écrit n'arrivera pas ou que l'apprenti sera en grande difficulté à l'écrit, sans forcément identifier quelle est l'étape problématique dans ce processus. Donc, du coup, c'est de remettre en perspective avec tout d'abord la production de la lettre, et on en parlait, Stéphanina s'en parlait avec la nécessité de s'entraîner sur la graphie pour un public allophone qui, par exemple, n'aurait pas les lettres romanes. Ça va être cette capacité en motricité fine
de maîtriser l'écriture, de planifier, de programmer l'exécution du mouvement et de se repérer sur l'espace graphique. Donc ça va être une première étape dans la gestion de l'écrit. Ensuite, on va avoir au niveau supérieur la gestion des mots, où l'apprenant va faire appel à son lexique mental, donc à tout le vocabulaire qui sera intégré, qui sera su et connu. Et derrière, la nécessité de faire correspondre le graphème et le phonème. En français, on a cette difficulté supplémentaire d'avoir une langue opaque où pour une trentaine de phonèmes, à peu près 150, 130, 150 graphèmes correspondants. Donc, ce qui veut dire que l'apprenant en difficulté avec l'écriture a pléthore de choix en permanence, pléthore d'options sur le son que j'entends, le son que je connais dans le mot dans ma tête et ce que je dois écrire pour être juste au niveau de l'orthographe et au moins compréhensible. Donc ça, ce sont des difficultés qu'on peut sous-estimer lorsque, notamment pour nos formateurs en enseignement généraux, on n'a pas rencontré de difficultés avec l'écrit et qu'on a eu un process d'apprentissage relativement structuré et dans la ligne des attentes du parcours scolaire. Après ces deux étapes-là fondamentales, on a la production d'un texte. Et là, on complexifie encore plus les éléments nécessaires à cette production écrite. Il faut connaître, il faut coordonner et articuler du coup les règles de l'écrit. Donc on parle de l'orthographe, on parle de la grammaire, on parle de la syntaxe. Donc on a déjà un gros bagage. On doit comprendre la consigne. Qu'est-ce qu'on me demande? Quelles sont les attentes? Quels sont les objectifs auxquels je dois répondre, les objectifs sur le fond et les objectifs sur la forme si on n'est pas sur une réponse simple de questions, mais si on doit vraiment avoir un écrit structuré sur un modèle à suivre. Donc, l'apprenant doit maîtriser les codes implicites et explicites de l'exercice demandé et de la langue. Voilà, pour ça, on doit sélectionner de l'information, on doit l'organiser, on doit la structurer. Et donc, c'est de faire prendre conscience à nos formateurs pour mieux accompagner nos jeunes que derrière tout ça, on met, on met en charge les fonctions exécutives donc de notre cerveau avec un process qui est très énergivore, qui demande beaucoup d'attention, qui demande beaucoup de concentration et qui donc n'est pas simple sur de longues durées. Ça veut dire engager la mémoire de travail pour pouvoir garder en mémoire ma consigne, pour pouvoir manipuler les éléments dont j'ai besoin. Ça veut dire aller chercher dans ma mémoire le vocabulaire dont j'ai besoin pour écrire. Ça veut dire planifier et organiser mon écrit. Ça veut dire inhiber, utiliser l'inhibition pour savoir quelle est la bonne forme d'orthographe, la bonne syntaxe, mais aussi le bon élément de réponse parmi les choix ou les options qui s'offrent à moi dans ma tête. Ça veut dire garder une bonne capacité attentionnelle pour rester concentré sur la tâche. Gérer, et là c'est une part importante forcément pour les élèves en difficulté sur l'écrit, toute l'autorégulation et toute la gestion émotionnelle autour de cet acte-là. Voilà, donc on a vraiment un bagage énorme en fait derrière le simple fait d'écrire. Il y a un univers en amont qui se passe dans la tête de nos apprentis et qu'il faut qu'on soit en capacité, un, de faire conscientiser aux formateurs et deux, de donner des clés pour redécouper les étapes pour accompagner nos jeunes au mieux et pas simplement dire il faut écrire en fait parce qu'en soi ça n'aide pas. L'idée déjà, ça va être de désacraliser l'écrit comme vecteur de confirmation de bonne maîtrise d'une connaissance. On a en France cette culture de l'écrit et c'est par l'écrit que l'on s'assure tous, que l'on se rassure quant à la bonne compréhension et la bonne assimilation des compétences. C'est culturel, vous allez en Italie, tout se passe à l'oral. Donc déjà, on peut désacraliser. On peut aussi se donner du temps notamment pour des CAP en 2 ans, on a bien 2 années, quand bien même on voit peu les jeunes. Donc nous, on est sur un cycle d'une semaine toutes les 3 semaines, donc une semaine au CFA. C'est peu, certes, mais mieux vaut faire peu et très bien et rassurer les jeunes et les remettre en confiance sur l'écrit que d'essayer de forcer quelque chose qui de toute façon n'arrivera pas parce qu'on brûle certaines étapes. C'est aussi rappeler que l'écrit n'est pas l'outil idéal d'ancrage mémoriel. C'est pas parce que j'écris que je mémorise. C'est pas parce que je fais des fiches écrites que je mémorise. On peut le faire par l'oral. Donc changer ses prismes.
Et puis plus concrètement pour les formateurs, ça va être de redimensionner les attentes. Ça va être de redécouper les étapes, travailler par exemple lorsqu'il faut répondre à quelque chose, travailler tout le process de gestion de l'information, poser les étapes d'organisation, de planification des idées, comment je sélectionne les idées, donc tout le process cognitif, passer par l'oral pour structurer ma pensée et s'assurer que la structuration fonctionne bien, donc que tout ce process-là va bien, la réflexion, l'analyse et automatiser ce process cognitif. Qu'est-ce que je te demande? Comment tu recherches l'information? Comment tu vas structurer ta réponse? Pourquoi tu commences plutôt que par ci? Moi, ce que j'attends, c'est ça plutôt que ça, et l'automatiser. Donc une fois que le process est automatisé, une fois qu'on sait que toute la capacité de raisonnement est bien ancrée et que le jeune est sécure là-dessus, parce qu'il y a vraiment cette partie-là aussi d'autorégulation, on peut structurer déjà visuellement aussi, lorsqu'on a la nécessité d'un plan, lorsqu'on a la nécessité d'avoir un écrit organisé, restructurer par exemple et travailler sur des schémas intuitifs. Donc pour aider et automatiser encore une fois. On peut aussi évidemment essayer d'autres formats complémentaires à l'écrit, faire des mind maps qui vont pas nécessiter un phrasé, mais qui permettront d'avoir des mots-clés, qui vont utiliser la visualisation. Dans nos CFA, on utilise aussi des méthodes pour réconcilier avec l'écrit, comme de l'écriture rap, où les jeunes vont écrire un propre texte, où il n'y aura pas de règles grammaticales affirmées, puisque finalement on est dans la chanson, on est dans l'art, donc on a une liberté où on va pas être jugé sur le français scolaire et où derrière on va passer sur l'oralité et sur la musicalité. Donc on va avoir d'autres enjeux. Et puis au niveau de l'évaluation, parce que le nerf de la guerre chez nous, au final, c'est l'évaluation et le passage de diplôme, ça va être de par exemple privilégier une évaluation de la démarche intellectuelle, de passer déjà sur l'assurance par l'oral que le jeune a compris, a assimilé la compétence, est en capacité de mener le raisonnement que l'on attend. Ensuite, passer sur une forme écrite en marquant, évidemment, en privilégiant le fond sur la forme graphique et petit à petit réintroduire des jalons au niveau des attentes graphiques, orthographiques, syntaxiques. Donc voilà, Merci, c'est merci en tout cas c'est Rachel, hein, vous possible. pourrez On essaye de- bien sûr continuer à interrompre. Voilà, le temps file, hein, donc on va poursuivre la table ronde. On essaiera d'avoir un petit temps juste après les différentes interventions de la table ronde pour faire remonter vos remarques, hein, dans le chat. Mais avant tout, Stéphanie Barré, donc de l'IFAC PM. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter où se trouve l'IFAC PM, Stéphanie? Stéphanie? Non? Ah, est-ce que bon, le temps que Stéphanie peut-être nous rejoigne, peut-être Camille, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, Et ah, vous, vous voilà. m'entendez? Oui, oui, très bien. Alors, Camille, ben, voilà, si vous pouvez présenter votre CFA. Alors, vous êtes en Nouvelle-Aquitaine, hein, c'est bien ça, Camille? Oui, c'est ça. Donc, moi, je suis formatrice français, histoire, géo, FLE à BTP CFA 33. Donc, on forme des apprentis du métier du bâtiment. Et donc, moi, je vais intervenir pour vous présenter, du coup, deux outils. Donc, peut-être, ouais, voilà. Voilà. Donc, avec les apprentis du bâtiment avec lesquels je travaille, j'ai utilisé deux outils. Alors, j'ai précisé application web RGPD. Ça me semblait important, la protection des données. Donc, ces deux outils, donc un outil qui s'appelle Ecrivor. Donc, c'est une application qui permet de travailler l'écriture grâce à l'intelligence artificielle. Alors là, ici, vous avez un modèle. Donc, il s'agit du coup de Nicolas. Vous m'entendez? Oui. Oui, on Oui, oui, vous on entend, s'entend Camille, très on bien. vous entend. Ok. Donc, en fait, donc pour revenir sur ce que disait Rachel sur la planification, oui, déjà, ça me paraissait hyper important parce que ce travail-là, je l'ai fait vraiment avec une carte mentale et donc c'est vraiment un travail.
Le micro est coupé, on vous entend plus, Camille. Ah, est-ce que vous m'entendez là? Oui, là, c'est bon. Ouais, ok. Et donc, du coup, en fait, cet outil, il permet en fait d'utiliser l'intelligence artificielle, mais à bon escient, avec les apprentis, c'est-à-dire que on va mettre notre consigne d'écriture sur Internet, mais en fait, l'outil va empêcher le copier-coller sur ChatGPT qu'auraient tendance à faire les apprentis. Donc en fait, ici, le jeune va écrire le texte en toute liberté. La partie motricité fine dont parlait Rachel tout à l'heure, ben, du coup, ici, c'est l'outil numérique qui le prend en compte. Donc le jeune n'a pas cette difficulté de voir que le graphisme ici ne rend rien. Donc en fait, le jeune écrit et l'outil lui fait apparaître du coup sa production. Ensuite va arriver une étape de correction. En fait, l'outil va lui proposer un feedback parce qu'en fait, on a vu avec les neurosciences, notamment Stanislas Dehaene, qui dit que c'est hyper important en fait de faire des feedbacks assez rapides sur la production. Et là, en fait, l'outil va proposer un feedback direct. Donc, ça va être sur la structuration du texte. Donc, est-ce qu'il a bien fait une introduction? Est-ce qu'il a bien fait une conclusion? Et ensuite, il va lui faire un deuxième feedback sur est-ce qu'il répond bien à la consigne? Est-ce qu'il utilise bien le vocabulaire approprié? Il va lui faire des propositions aussi sur les synonymes. Par exemple, bah, s'il voit qu'il utilise plusieurs fois chantier, plusieurs fois patron, bah, il va lui faire des propositions de synonymes. Et enfin, le troisième feedback qu'il lui fait, donc c'est sur tout ce qui est orthographe, conjugaison, grammaire, souvent en fait ce qui pêche un petit peu. Et en fait, là, l'outil va faire le choix de lui indiquer une douzaine en fait de fautes à corriger. Il va pas lui indiquer toutes les fautes à corriger pour pas le décourager. Il va les mettre en bleu. Et dès que le jeune, par tâtonnement, va réussir à corriger, eh bien le mot va apparaître en vert. Et en fait, à la fin, là, ce que vous voyez, c'est la version 1 et la version finale, qui sont côte à côte. Comme ça, l'enseignant, en fait, il voit vraiment la production au départ et la production à la fin. Donc, ce qui est en bleu, c'est ce qui a été rajouté. En rouge, c'est ce qui est supprimé. En vert, c'est ce qui est corrigé. Et en fait, tout ça, en fait, c'est parti du fait que on s'est basé sur ce qu'on appelle la génétique textuelle. La génétique textuelle, c'est en fait, c'est comment on écrit. Qu'est-ce qui se passe cognitivement dans notre tête quand on écrit. En fait, quand on écrit, eh ben, en fait, on écrit, on efface, on supprime, on raye, on se relie. Et en fait, bah, c'est tout à fait en fait l'examen du CAP en français hein, pour les jeunes, c'est-à-dire que c'est une écriture et une réécriture. Mais c'est aussi voilà, se dire qu'on n'écrit pas avec un premier jet, on n'écrit pas, on donne pas à nos jeunes une production écrite. Bon, ben allez, vas-y, tu écris. Non, il y a tout ce travail de planification au départ qui est à faire pour organiser ses idées. Et ensuite, quand on écrit, ben on revient toujours sur cet écrit. Et ça, cet outil écriveur, il part de ça. Moi, il m'a été présenté dans le cadre d'un cours que j'ai suivi en master 2 didactique et innovation. Donc, c'était un chercheur en didactique de l'écrit qui me l'a présenté. Et cet outil, il a été créé donc en collaboration avec le chercheur et puis des formateurs et des professeurs pour vraiment désacraliser complètement l'écrit. Donc, décharger le jeune avec sa difficulté justement graphique, de sa motricité fine, et puis aussi le décharger par rapport aux erreurs qu'il pourrait faire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'utilise et je vois vraiment les bénéfices, mais j'insiste sur ce qu'a dit Rachel juste avant sur la planification. Ça me paraît hyper important euh, de vraiment pas oublier cette planification en amont avant de se lancer sur cet écrit. Donc ça, en fait, c'est une application web voilà, donc il faut un ordinateur et Internet. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire sur cet outil qui marche très bien. Et le deuxième outil, donc c'est Logbook.
Donc en fait, c'est un logiciel dont certainement beaucoup ont déjà entendu parler. Donc ici, c'est toujours par rapport le rapport à l'écrit, mais c'est surtout par rapport à la correction. Parce qu'en fait, on se rend compte que on passe énormément de temps à corriger et qu'en fait, les annotations ne sont pas lues par les apprentis. Les corrections ne sont pas faites. Quand on leur rend une copie, ce qu'ils regardent directement, c'est la note. Et donc, en fait, c'est un peu une perte de temps pour tout le monde. Donc en fait, je me suis beaucoup questionnée sur cette correction, sur cette évaluation qui au final est un peu vaine. Et, euh, je me suis aussi questionnée, comme je disais tout à l'heure, sur les feedbacks qui ont qui fonctionnent bien quand ils sont assez proches dans le temps. Et donc en fait, là, il s'agit de corriger la copie à l'oral et de transformer son commentaire à l'oral en QR code et en fait, le jeune flash le QR code, écoute le commentaire du formateur. Donc déjà, c'est un commentaire qui est très personnalisé. Alors, faut pas le faire trop long. Moi, j'essaye de faire pas plus de 2 minutes, mais je pense que le bon format, c'est 1 minute 30. Et dans cet audio, le jeune entend la note qui est vraiment objectivée parce que critère par critère, en fait, on définit pourquoi est-ce que le jeune a cette note. Alors moi, mes d'autres formateurs vous conseilleraient de ne pas écrire la note sur la copie et de laisser le jeune découvrir sa note au fur et à mesure de l'audio. Après, chacun fait comme il veut. Et, euh, et donc, en fait, le retour est complètement personnalisé. Il n'y a pas d'interprétation possible comment dire, sur la correction de la copie, puisque là, avec l'intonation, le jeune comprend très bien. Oui, vous m'entendez? Oui, Oui, allez-y. on vous entend, Camille, ouais. Oui. Et donc voilà, donc ce qui est bien avec cet outil, c'est que c'est un outil qui est vraiment qui permet une différenciation, qui permet d'individualiser, qui permet surtout aussi, ah oui, pardon, ça il faut que je vous le dise, c'est que ça permet aussi de garder une trace de l'écrit, puisque le logiciel fait une analyse par jeune et du coup, enfin. Moi, je m'en sers après, je regarde ce que j'avais dit la dernière fois, je regarde si le jeune après a fait attention aux remarques, et puis surtout après le jeune peut répondre, et c'est bien la première fois qu'on me remercie d'avoir corrigé une copie. Donc du coup, voilà, je m'arrêterai là pour la présentation de ce deuxième outil, voilà, que j'ai Mer- testé et qui fonctionne plutôt bien. Merci en tout cas, Camille. Là, sur des outils, c'est intéressant d'avoir justement ces témoignages de terrain sur les types d'outils que vous utilisez. Et est-ce que, donc, sur Stéphanie Barré, est-ce que vous avez Stéphanie, Oui, est-ce qu'on est-ce que peut... vous m'entendez cette fois-ci? Ah, bah oui, Ah, bah c'est super. parfait. Merci. Eh bien, très bien, Stéphanie, Petit c'est à problème vous. technique. Donc bonjour à tous. Donc je suis Stéphanie Barré de l'IFAC PM. Alors l'IFAC PM, c'est un organisme de formation qui se trouve en Franche-Comté à Betoncourt, qui se constitue en fait de trois entités. On a l'école Boudard qui prépare au CAP de maroquinier d'art, le CFA du Pays de Montbéliard et toute une partie de formation continue, notamment avec l'APP, atelier de pédagogie personnalisée. Voilà. Nous, sur la partie apprentissage, on accueille des apprentis sur les métiers de bouche, la vente, toute la partie service avec la coiffure, le SAP, service à la personne. Et quand un apprenti arrive chez nous, il passe l'évaluation, la double évaluation, il passe EVA et PIX au sein d'un centre de ressources, puisque avec notre label, nous sommes labellisés aussi APP. Et dans le cadre de notre label, nous avons un centre de ressources qui est vraiment le centre névralgique de notre établissement. Tout à l'heure, les autres intervenantes parlaient d'une nouvelle organisation, notamment en termes d'espace. Et nous, c'est vrai que
on a mis en place ce centre de ressources avec toutes des salles vitrées au niveau des socles qui donnent sur ce centre de ressources. Donc tous les élèves ne sont plus en cours, mais ils sont en atelier. Donc on est vraiment aussi là dans une autre démarche. Donc pour revenir à l'accueil de nos apprenants, donc l'apprenant suit l'évaluation EVA et grâce à cette évaluation, nous avons une estimation de ses compétences en numératie, en littératie et notamment un petit peu sur l'aspect numérique. Dans un deuxième temps, ils vont passer une évaluation par matière selon le diplôme choisi qui va être plus approfondi et plus ciblé par rapport aux attentes du référentiel. De là, tous ces résultats vont être consignés sur une fiche parcours qui va être donnée à l'apprenant par un référent de parcours qui va le suivre tout au long de son parcours au sein du CFA. En parallèle, tous les apprenants vont suivre un module d'apprendre à apprendre. Donc là, qui va se faire dans les ateliers et ça va leur permettre de leur donner des outils concrets pour mémoriser, s'organiser, gagner en autonomie, puisque notre méthode de travail, la méthode APP, est basée notamment sur l'autonomie dans le travail avec de l'accompagnement, ce qu'on appelle l'accompagnement accompagné, l'autonomie accompagnée, pardon. Je vais y arriver, l'individualisation accompagnée. Donc voilà, de cette évaluation EVA, de ces évaluations un petit peu affinées, on va voir 2 types de profils. Comme le disait la collègue de tout à l'heure du CFA du bâtiment, on a un public de plus en plus FLE, français langue étrangère, et on s'aperçoit aussi que pas mal de jeunes relèvent de l'illettrisme. Alors, bon, si vous connaissez un petit peu, on a parlé du référentiel du CECRL, on parle aussi du référentiel de la LNCI, et dans ce référentiel, vous avez des degrés, différents degrés, et certains apprenants, notamment en apprentissage, sont en degré 2 ou degré 3, donc ils peuvent bénéficier d'un accompagnement spécifique au sein d'ateliers qui sont faits donc par nos formateurs experts du DFL, puisqu'on a aussi un dispositif au sein de notre établissement qui est le dispositif de formation linguistique, où vous avez 2 parties, une partie français langue étrangère et une partie lutte contre l'illettrisme. Donc ces jeunes, ils sont sortis de leur atelier classique de français et maths et ils viennent en parcours personnalisé sur ces ateliers. Donc j'ai vu que vous aviez mis la deuxième fiche. En effet, voilà, quand ils passent, le référent de parcours leur donne cette fiche parcours où il y a les compétences qu'ils doivent acquérir tout au long de leur parcours. Alors ici, par exemple, on a mis une grille de compétences en mathématiques. Sur la première évaluation, voici les compétences qu'il avait déjà acquises, ce jeune, et après, il va travailler ses compétences tout au long du parcours. On a donc une fiche parcours et on a aussi une fiche parcours alors pas seulement par compétences, mais par savoir qu'ils doivent acquérir ou thèmes qu'ils doivent travailler, et comme ça, ils sont aussi plus acteurs de leur formation. On les met en situation. Au niveau des outils, on travaille aussi en relation avec les formateurs métiers. C'est-à-dire que les apprentis, on a des apprentis qui sont FLE, notamment beaucoup dans les métiers de bouche, boulangerie ou en agent de restauration. Et ceux-ci, on travaille par exemple sur les menus ou sur les cours de techno qu'on essaye d'adapter justement pour ce public. Donc on a vraiment là un travail collaboratif entre les professionnels et les formateurs de socle. Voilà ce que je pouvais dire.
Je ne sais pas si vous avez des Et questions là. merci Stéphanie, hein, c'est toujours un petit peu court, Oui, j'ai essayé mais, d'être rapide. mais merci en tout cas. Et laissez tout de suite la parole à Martial. Martial, vous nous entendez? Oui, est-ce que vous m'entendez Ah, parfait. Alors Martial, je crois que vous également? avez quelques outils aussi intéressants, si vous pouvez partager rapidement. Effectivement. Je me présente quand même vite fait, Martial Oui, oui, bien Pochon. Donc, sûr. je suis auxiliaire de vie scolaire. Je travaille pour le réseau donc des MFR, des maisons familiales rurales. Donc moi, mon métier, principe même de certaines de mes missions, ça consiste à concevoir et adapter des stratégies donc pédagogiques différenciées auprès des apprentis à besoins éducatifs particuliers. Pour mener cette mission, nous, quand on a du mal, ou alors à ce moment-là qu'on ne le sait pas, qu'un de nos apprentis a des difficultés ou a un trouble, mes collègues et moi-même passons par une plateforme qui s'appelle Identilist. Donc Identilist, c'est une plateforme qui a été créée il y a quelques années donc par Jérôme Bianchi et Oriane Chartier, qui sont des neuropsychologues. C'est une plateforme gratuite, accessible donc pour les parents et aussi accessible pour les professionnels. Vous la retrouvez donc du coup sur Internet. Cette plateforme, elle va permettre en fait d'évaluer, on va dire, cinq grands critères. L'attention, l'impulsivité, l'hyperactivité, le langage écrit, le langage oral, la motricité et les fonctions exécutives. C'est pas un diagnostic, mais ça permet dans un premier temps de savoir où sont réellement les difficultés de l'apprenti qu'on a. Donc, vous voyez là, il y a un petit exemple là, par exemple, le langage oral. En vert, vous avez donc vert, la zone jaune et la zone rouge. Je vais y arriver. Et juste en bas, vous avez donc dans quelle zone se trouve l'apprenti. Ça nous permet dans un premier temps, si l'apprenti n'est pas diagnostiqué, de faire ce petit bilan pour savoir le cas échéant vers quel type de professionnel on va pouvoir lui dire d'aller voir, de pouvoir l'emmener en fait et de pouvoir adapter en fait son parcours de scolarité. Voilà. Euh, je vais être très bref là-dessus. Ensuite, donc, je vais passer aux outils compensatoires qu'on utilise. Donc, il y a un outil compensatoire qu'on utilise énormément, nous, à la MFR CFA. C'est l'outil donc Notebook KLM. Donc, c'est une IA qui dépend de Google. Donc, tout le monde y a accès. C'est des applications qui sont plutôt faciles et qui sont assez simples d'utilisation, même pour des personnes qui auraient des difficultés au niveau numérique. Donc, vous allez pouvoir retrouver plein de petites choses super intéressantes pour des jeunes qui n'ont pas forcément, comment je vais dire, qui n'ont pas forcément de facilité à apprendre ou à pouvoir prendre des notes, des petites choses comme ça. Donc là, vous avez quelques petits exemples. À gauche, vous avez donc les protons et les neutrons. C'est une petite vidéo explicative. C'est une IA, mais qui prend uniquement ce que vous lui donnez, c'est-à-dire qu'elle ne va pas chercher l'information, elle traite uniquement les informations que vous lui donnez. Donc là, par exemple, c'est un cours que j'ai écrit lors d'un accompagnement. Je lui ai donné ce cours et il a fait des petites choses comme ça. Donc, vous avez tout ce qui va être fiche d'apprentissage, les quiz, les infographies et les petites vidéos et les bandes audio et ainsi que les cartes mentales que vous allez pouvoir avoir à disposition, sans limite en plus d'utilisation. Voilà pour Notebook LM. Ensuite, Claude et Notion. Donc nous, on utilise beaucoup les deux. Les deux peuvent s'utiliser séparément. Nous, on a fait le choix d'utiliser les deux ensemble. Claude, c'est une intelligence artificielle qui va prendre le relais avec tous vos sites. Donc moi, par exemple, elle est avec Canva, avec Notion. Moi, j'utilise beaucoup Notion pour les apprentis qui ont énormément de mal à l'écrit. Sur Notion, vous avez une partie en fait, donc vous voyez, il y a marqué notes d'IA. Donc en fait, ça me permet
d'enregistrer en fait une partie d'un cours qui peut être mal comprise par un apprenant. Et en fait, cette IA va me permettre de restructurer ou va permettre carrément à l'apprenti de restructurer carrément sous format écrit ou sur mind maps ou des petites choses comme ça, en fait, le cours qui a été présenté. Ce qui va permettre de rendre accessible le cours plus facilement. Voilà, Merci. sachant que c'est une base, en fait, c'est sa base de données, là, c'est la vôtre, en fait, elle utilise votre base de connaissances à vous. C'est-à-dire que plus vous allez remplir Notion et Claude avec vos documents à vous, plus elle va l'utiliser et plus elle va être aussi précieuse à cette utilisation. Merci Martial et merci à tous les intervenants. Alors, on a un petit peu débordé, hein, mais c'est toujours là très intéressant d'avoir ce partage. Voilà, quand vous, sur le terrain, quel type d'autres d'outils vous utilisez, notamment les outils IA. Voilà, il y a également Studies, hein, mais peut-être deux mots, allez, Martial, hein, peut-être pour terminer. Studies, c'est une extension qui est gratuite. Vous tapez uniquement Studies sur Google. C'est une extension qui va venir s'installer sur votre pack Word. Vous allez voir apparaître, comme vous voyez en haut, texte d'insertion, commentaire de doc, mathématiques, histoire. Par exemple, c'est des sous-onglets qui vont venir s'installer sur votre version de Word et vous allez pouvoir permettre aux jeunes d'utiliser en fait tout simplement des schémas, des petites choses comme ça hyper rapidement. En fait, vous avez juste à rentrer par exemple le nombre d'atomes que vous voulez. Et Studies va travailler pour vous et il va permettre une mise en forme rapide sans que le jeune passe des heures monumentales à faire une mise en page. Voilà. Merci Martial. Rapidement, alors là, va pas avoir le temps. Claire, je te laisse un mot de conclusion. Alors, on vous annonce le prochain webinaire, hein, dans la continuité de celui d'aujourd'hui, hein, Zoom sur le référent handicap, qui aura lieu le 4 juin prochain. Je remercie tous les intervenants de ce webinaire pour ces échanges très riches. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et Et puis, puis un petit quiz d'évaluation pour nous permettre d'améliorer aussi notre fonctionnement. Si vous avez le temps de flasher ce QR code et de répondre à ce formulaire d'évaluation, on vous l'enverra également par mail. voilà, merci à tous. Voilà, si vous avez quelques secondes pour remplir ce court questionnaire d'évaluation. Et rendez-vous donc sur le prochain webinaire au mois de juin. Et merci encore à tous les intervenants. Effectivement, hein, le temps est court. On pourrait traiter, en passer un petit peu plus de temps pour répondre à toutes les questions. Juste pour vous redire que vous recevrez le replay, le lien vers le replay du webinaire ainsi que le support. Voilà. Et éventuellement, avec toutes les remarques par chat, n'hésitez pas à aller sur le lien au niveau de l'ANELCI, par exemple, avec et ainsi que les coordonnées des correspondants, notamment sur l'outil EVA. Voilà. Et puis bonne fin de journée à tous. À bientôt. Au revoir.